On va reprendre, c'est ce que j'ai la main pour le slide. Pas pour l'instant. C'est pas grave, on va reprendre avec une table ronde. On a parlé depuis tout à l'heure des impacts de la maladie chronique sur la chronicisation, sur les parcours. On a besoin justement de différents professionnels, de différents intervenants et d'une collaboration, d'une coordination entre vous. Donc on a demandé à quelques-uns de ces professionnels d'être là avec nous. Je vais les interroger l'une après l'autre sur votre rôle et votre implication dans ce parcours, et puis on pourra réagir aussi mutuellement sur comment vous travaillez ensemble, quelles sont vos interactions. Est-ce que je peux avoir la main sur le slide, s'il vous plaît, que je puisse avoir les noms des intervenants comme ça qui apparaissent derrière. Donc voilà, l'importance des différents intervenants dans la maladie chronique, le travail d'équipe et la coordination, notamment la coordination ville-hôpital. On va avoir 4 intervenants avec nous, vous voyez les noms s'afficher. Je vais d'abord demander à Caroline Joly, infirmière coordinatrice thérapie cellulaire au CHU de Bordeaux, de nous dire un peu en quelques mots en quoi consiste votre travail et en quoi il est important dans le cadre de notamment de cette chronicisation des malades du cancer. Alors bonjour, moi je suis infirmière, donc comme il l'a dit, de coordinatrice en thérapie cellulaire. Alors, je m'occupe principalement des patients qui vont recevoir un traitement par CAR-T-cell. Donc c'est des patients qui ont généralement un lymphome B diffus à grande cellule qui est en rechute au moins une fois ou réfractaire au moins une fois à une ligne de chimiothérapie. Donc effectivement, comme l'ont dit les médecins spécialistes du lymphome, le lymphome B diffus est plutôt une maladie aiguë, mais quand on tombe dans des rechutes successives, on peut parler peut-être de chronicité, puisque les patients vont avoir un impact qui va durer dans le temps et surtout au niveau de leur vie quotidienne. Donc moi, mon travail, je travaille au CHU de Bordeaux, ça va être d'accompagner le patient tout au long de ce parcours. Donc il y a différents moments où j'interviens dans ce parcours. La première fois où j'interviens, c'est lors d'une première consultation où je fais un entretien infirmier pour faire le point avec le patient sur son entourage, ses besoins, donc en termes d'accompagnement psychologique, nutritionnel, voir s'il a des besoins de faire appel à l'assistante sociale. Et donc, je vais relayer ces informations aux différents intervenants de l'hôpital. Donc, effectivement, la maladie, quand elle dure dans le temps, elle a des impacts qui sont multiples au niveau physique déjà. Donc, les patients, ils ont une grosse fatigue. Donc, effectivement, nous, on a parlé tout à l'heure de l'activité physique adaptée. On avait mis en place un programme d'activité physique adaptée qui n'était pas financé par l'hôpital parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens pour le faire, qui a été financé par des laboratoires, puisque le CAR-T-cell, c'est un médicament qui est fabriqué par des laboratoires. Et ce programme, il a duré pendant 1 an et il était très bénéfique pour les patients. Alors, je voulais juste rebondir sur ça parce qu'on a parlé pas mal de ça. Pour moi, l'activité physique adaptée, c'est pas juste aller dans une salle de sport, c'est quelque chose qui est beaucoup plus précis, c'est fait par des personnes qui ont fait des formations supplémentaires. La personne avec qui je travaillais avait accès au dossier médical du patient avec son accord, et donc elle connaissait le parcours du patient, ses douleurs, et elle pouvait vraiment adapter les activités physiques à la situation actuelle du patient. Il y avait l'activité physique adaptée commençait avant la mise en place du traitement à domicile, pendant l'hospitalisation et après l'hospitalisation. Donc c'est vrai que c'était très apprécié par les patients et malheureusement ça s'est arrêté. Ensuite, évidemment, une fois que le diagnostic infirmier est fait, que j'ai fait le relais aux différents intervenants du CHU, la deuxième partie de mon travail, ça va être un suivi du patient une fois qu'il va être rentré chez lui. Et donc là, je vais faire un relais avec des intervenants extérieurs comme son médecin traitant, son infirmière libérale, la pharmacie, mais aussi les VSL. Donc voilà, en fait, à quel moment j'interviens dans le parcours et quel est mon rôle en fait dans ce parcours. Et Hélène Frémaux, vous êtes psychologue au centre hospitalier de Lens. Même question sur l'évolution de votre pratique, des besoins des patients dans le cadre de cette chronicisation, cette vision en tout cas à plus long terme de la maladie.
Je pense que ça a été déjà pas mal évoqué ce matin, hein. C'est vrai que alors moi au départ j'intervenais essentiellement sur l'hospitalisation, c'est-à-dire plutôt sur les périodes aiguës. Et en fait, au fur et à mesure, ça fait maintenant plus de 15 ans que je suis dans le service, et au fur et à mesure du temps, on a vu de plus en plus de demandes de consultation pour des patients qui sont dans des périodes de rémission, parce que on se rend compte effectivement que c'est pas simple. C'est pas simple. On parlait tout à l'heure du sentiment enfin, on parlait du terme rémission et guérison, et en fait, c'est surtout un sentiment personnel. C'est se sentir guéri. Ça a beau être parfois dit par le médecin, tant que la personne n'a pas fait nous on appelle ça un travail psychique d'élaboration pour se sentir guéri. Donc j'interviens beaucoup maintenant pour des patients effectivement qui sont en période de rémission. Alors aussi beaucoup pour les patients qui sont atteints de lymphome indolent, parce que psychologiquement, c'est quand même très compliqué de se dire j'ai un cancer, mais on ne fait rien. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on disait tout à l'heure, hein, il y a un temps d'adaptation qui est compliqué, qui est nécessaire, et c'est vrai que des fois, ils ont besoin d'être suivis pendant quelques temps pour s'adapter à cette notion-là. J'ai un cancer, mais on ne me soigne pas. Alors, c'est pas qu'on ne soigne pas, c'est que à ce moment précis, au départ, il n'y a pas de traitement de mis en route. Donc voilà. Après, on fait beaucoup de travail de relais avec effectivement l'assistante sociale, la diététicienne, et puis avec les associations à l'extérieur de l'hôpital, hein, pour les patients qui habitent pas forcément tout près. Donc nous, on n'a pas de personne qui fait d'éducation thérapeutique. Cloche du micro. Ici, oui, voilà. Donc ça m'arrive aussi d'intervenir un peu sur l'éducation thérapeutique pour essayer de comprendre, par exemple, avec une personne, pourquoi elle a du mal à prendre son traitement, qu'est-ce qui est compliqué pour elle. Donc du coup, là, on va essayer de balayer un petit peu tous les champs pour essayer de comprendre si c'est une difficulté, entre guillemets, d'avoir encaissé le diagnostic et donc d'avaler le cachet, ou si ça peut être autre chose. Et après, on peut passer aussi le relais parfois aux médecins. Hein, du coup, on travaille beaucoup ensemble, forcément. Voilà. Et qui dit chronicisation dit des patients qui sont le plus en plus chez eux, loin de l'hôpital. Comment l'accompagnement psychologique avec cette distance, est-ce que vous êtes en lien avec des acteurs locaux de la ville? Comment ça se passe? Alors ça, c'est le plus compliqué, parce que alors, pour une bonne partie des patients, on essaye de faire en sorte qu'ils puissent venir continuer à me voir. Parce que le travail psychologique, je dirais que c'est pas comme un soin quelconque, on ne peut pas changer comme ça tout le temps, parce que on se confie quand même à la personne, donc voilà. Donc on essaye de faire en sorte que la personne puisse venir en consultation, donc en consultation externe, le plus souvent, ou alors je profite d'un hôpital de jour ou d'une consultation avec le médecin, etc. Quand vraiment c'est pas possible, dans ces cas-là, je passe le relais à un collègue à l'extérieur. Bon, après, c'est toute la difficulté. Soit c'est en CMP, donc on essaye d'avoir un rendez-vous assez rapidement, ou alors c'est en libéral, mais du coup c'est payant, ce qui pose problème. Et sinon, j'oriente aussi beaucoup vers ce qu'on appelle les ERC, les espaces ressources cancer. Alors, je sais qu'il y a une grande dichotomie entre les tumeurs solides et l'hématologie. Moi, je travaille dans les deux, donc du coup, ça me permet aussi de connaître un petit peu les acteurs des deux. Donc, cancer reste cancer, donc effectivement, je les oriente aussi vers les ERC, où maintenant, il y a aussi pas mal de psychologues qui peuvent intervenir. Claire Lavoisier, vous êtes assistante sociale au centre hospitalier de Dunkerque. Même question, normalement c'est bon, oui, vous avez qu'à parler dedans. Même question sur l'évolution de votre pratique avec cette chronicisation et notamment les liens aussi avec la ville. Moi, je suis assistante sociale donc au CH de Dunkerque, notamment en hématologie. Donc nous, on intervient en fait sur interpellation. Donc ça vient du service en lui-même, donc infirmière, médecin, psychologue aussi des fois, la famille ou le patient lui-même.
Et en fait, on va évaluer les besoins du patient. Donc, c'est des besoins qui sont repérés ou des demandes, parce qu'on n'intervient pas pour tous les patients hospitalisés. Et donc, le but, c'est de faire le point sur la situation du patient, connaître ses besoins. Le patient est au cœur du projet. Donc, après, on a différents dispositifs en fonction de l'âge du patient. Et si ça dépasse notre cadre d'intervention, on peut passer le relais sur des partenaires extérieurs. Et après, une fois qu'on a fait notre évaluation, on échange avec le service déjà dans un premier temps, médecins, infirmiers, pour qu'eux sachent quoi faire par la suite. Donc par exemple, on leur dit ce qui va être fait pour le retour à domicile, pour voilà, tout ce qui va être fait. On échange aussi avec les familles, on fait les relais aussi, par exemple avec les psychologues, les diététiciennes, ça peut arriver également, et des relais sur l'extérieur parce que des fois ça va au-delà de nos missions au niveau de l'hôpital, donc on ne peut pas intervenir. Parfois il y a des sujets que je ne maîtrise pas parce que ce n'est pas mon cadre d'intervention, donc on fait beaucoup de relais aussi à l'extérieur. Et avec cette chronicisation, cette vision long terme, vous agissez par interpellation. Classiquement, elle est plus spontanée au tout début, quand il y a une question prégnante d'évaluer la situation. Elle est souvent moins spontanée, on s'en rend compte au long cours. Vous faites des rappels, vous allez aussi quelquefois vers ces patients? Ça dépend. Il y a des moments où je vais être interpellée tout de suite parce que le patient, quand il arrive à l'hôpital, aux urgences ou après dans le service, en fait, les médecins, les infirmiers vont se rendre compte qu'il y a une situation à domicile qui est très compliquée. Je pense par exemple au niveau des aides à domicile quand elles sont inexistantes. Donc là, je vais être sollicitée assez rapidement. Après, je peux aussi être sollicitée au bout de plusieurs jours d'hospitalisation parce que souvent, ils restent quand même assez longtemps dans le service. Donc ça dépend vraiment. Après, je peux être interpellée au début de l'hospitalisation, voir une personne qui ne veut absolument pas, par exemple, d'aide à domicile et qui, au bout d'une semaine, va en vouloir parce que se rend compte que c'est très compliqué. Et là, je vais être réinterpellée des fois par la famille, des fois par le patient lui-même, parce qu'ils ont notre numéro aussi de professionnels des fois. Donc ça dépend. Cette interpellation, elle peut être à la fois des patients eux-mêmes et des professionnels de l'équipe. C'est ça, ça peut être soit le service, ça peut être la famille. Des fois, c'est les familles qui nous interpellent. C'est déjà arrivé, des familles qui m'interpellent alors que le patient n'est même pas encore hospitalisé. Parce que je vais aussi en hospitalisation du jour. Donc ça arrive. Des fois, c'est les partenaires extérieurs. Et des fois, oui, c'est le patient lui-même. Et avec cette vision long terme de chronicité, est-ce que vous sentez les besoins, les demandes différentes, une évolution dans les besoins, ou finalement c'est les mêmes qui se répètent au long cours? De façon générale, c'est régulièrement les mêmes demandes. Après, parce qu'on a des dispositifs aussi plus de 60 ans, moins de 60 ans, donc ça dépend de l'âge. Il y a des personnes, ça dépend si elles travaillent ou pas. Donc quand c'est des personnes qui travaillent, j'oriente énormément parce que c'est pas mon domaine et j'ai pas les connaissances en tout cas assez approfondies pour ça. Donc c'est vraiment très aléatoire. On peut peut-être rappeler le champ d'action de votre travail, c'est à la fois identifier les aides possibles et par rapport au monde du travail, est-ce que c'est aussi des conseils de réorienter peut-être? C'est ça. Après, c'est les aides à domicile, donc c'est tout simplement mettre en place des aides pour le retour à domicile, pour des personnes qui, ce qu'on disait tout à l'heure, sont fatiguées, ont des difficultés. Des fois, c'est des personnes qui sont âgées. Donc seuls à domicile ou même en couple, mais leur conjoint est aussi âgé. Donc mettre en place des aides à domicile. Et après, effectivement, quand c'est des personnes qui sont encore en activité professionnelle, c'est orienté, alors des fois vers comment faire la sécurité sociale, vers tout ce qui est caisse d'allocation familiale, vers l'employeur aussi, parce qu'il y a des assistantes sociales au sein de certaines entreprises. Donc c'est vraiment de l'orientation et c'est vraiment du cas par cas parce que vous pouvez prendre deux personnes qui ont la même maladie, qui ont le même âge et les mêmes conditions de vie et pour autant, je ne ferai pas la même chose pour les deux personnes.
Marie-Pierre Billot, vous êtes infirmière coordination transversale de programme d'éducation thérapeutique du patient respiré au centre hospitalier de Blény dans l'Essonne. Alors, vous deviez intervenir en binôme avec Guy, avec qui vous avez monté des programmes, et vous allez nous expliquer justement aussi quel est ce binôme. Mais peut-être d'abord nous repréciser rapidement le TP, qu'est-ce qu'on met derrière, quelle réalité. Oui. Enfin, vous avez quelques... Bah, oui, ouais, je peux même l'expliquer comme ça, c'est pas obligatoire de mettre des slides. Donc, merci déjà de nous accueillir et pensez à Guy qui doit être peut-être derrière son Regardez écran. bien le micro collé au menton, comme ça quand vous bougez, le micro bouge avec vous. Pas habitué au micro. Donc, pensez à Guy. Donc, salut Guy. Et pensez à Déborah Valade, qui est une infirmière de pratique avancée, avec qui nous avons mis en place un atelier d'éducation thérapeutique auprès des patients atteints de lymphome en post-greffe au centre hospitalier de Bligny. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que l'éducation thérapeutique? Je suppose que vous en avez déjà entendu parler. Parfois c'est clair, parfois c'est plus vague. En fait, l'éducation thérapeutique, c'est proposer à des personnes atteintes de maladies chroniques d'intégrer des ateliers d'éducation pour les accompagner dans l'intégration et la compréhension de leur maladie. C'est construire une équipe pluridisciplinaire autour du malade pour l'accompagner, dans le sens être avec lui, tout au long de son parcours de soins, pour qu'il se sente en mesure de gérer la maladie au quotidien, de la comprendre. Qu'est-ce que j'ai? Pourquoi je dois prendre ces traitements? Qu'est-ce que je risque si je ne les prends pas, par exemple? Comment je me sens, moi? Est-ce que ça va être facile ou pas d'intégrer ma maladie? Donc l'éducation thérapeutique, c'est une équipe pluridisciplinaire qui va s'associer pour pouvoir proposer à des patients atteints de maladies chroniques, quel que soit leur âge, et aussi à leurs aidants ou familles, on en parle peu, mais la maladie chronique, ça touche aussi bien les enfants que les adultes, dans toutes sortes de pathologies. Et par exemple, pour la maladie d'Alzheimer, on a des programmes d'éducation thérapeutique tournés vers les aidants. Donc, c'est une équipe pluridisciplinaire qui va mettre en place différents ateliers, tout cela pour prendre en charge globalement la personne. On passe d'une approche biomédicale du soin à une approche biopsychosociale du soin. Je ne sais pas si je me fais bien, si je me fais bien comprendre, ça va, c'est clair pour vous? Donc, on va proposer différents ateliers animés par une infirmière, un médecin, une psychologue, une assistante sociale, un enseignant en activité adaptée, vous en avez parlé tout à l'heure, par exemple, mais aussi une ergothérapeute. On va proposer aussi des activités du tai chi, de la sophrologie, même de l'hypnose. Et on va aussi associer des patients ressources. Et Guy Bouguet est un patient ressource, c'est-à-dire une personne qui a du recul par rapport à sa maladie, qui a acquis une expérience que le soignant ne peut pas acquérir, parce qu'il y a ce qu'on lit dans les bouquins en tant que soignant, mais il y a le vécu de la maladie. Et ça, nous, on ne l'a pas. Donc, si on veut prendre en charge globalement une personne atteinte de maladie chronique, il faut intégrer dans notre équipe, dans nos programmes, des personnes qui ont le vécu, l'expérience de la maladie, pour qu'ils puissent animer également des ateliers auprès d'autres patients. Et avec Guy, donc vous avez monté un programme de TP? Oui, c'est ça. Alors en fait, il y a eu un programme de montée en service d'hématologie, donc pour des patients en post-greffe, donc c'est dans un service de soins de suite, il y a 10 lits. Et on propose à ces patients déjà un premier temps, un entretien avec lui pour comprendre qui il est, ce qu'il connaît de sa maladie, ce dont il a besoin, comment il la vit, et ce qu'il sait comment agir en cas de difficulté. Donc déjà, un temps individuel avec la personne. Après, les patients peuvent assister à différents ateliers, dont un atelier animé par Guy, patient ressources, et Déborah Valade, qui est infirmière de pratique avancée, qui, eux, vont animer un atelier autour du retour à domicile. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place des outils
pédagogiques, pour animer leur atelier de manière ludique, pour travailler sur, quand je retourne à la maison, de quoi j'ai besoin, quelles difficultés je peux rencontrer. Et Guy a un apport très important là, justement à ce sujet-là. Voilà. Patient ressources, d'autres parlent de patients partenaires, de patients experts. Comment vous différenciez un peu, juste en normaux, histoire de comprendre les réalités derrière ces mots-là, que vous mettez-vous pour... Oui. Alors, il y a beaucoup d'écrits. Moi, je ne suis pas une spécialiste. Ce que je peux vous dire, c'est que le patient ressources, en fait, qui dit ressources, dit qu'il a acquis finalement une expérience qui peut aider à accompagner l'individu atteint de maladie chronique. Après, il y a des patients partenaires qui sont maintenant qui sont formateurs aussi en éducation thérapeutique, qui peuvent animer des enseignements aussi dans certaines universités auprès de médecins, parce qu'ils ont de l'expérience de la maladie, ils ont des compétences. Il y a des patients usagers, il y a des patients chercheurs, voilà, différentes... voilà, mais je ne suis pas une spécialiste pointue du sujet. Le TP, on l'a vu avec vous tout à l'heure, il n'y a pas partout des programmes de TP structurés. Est-ce que dans votre établissement, il y en a aussi à votre... Est-ce que vous pouvez parler un peu peut-être d'expérience? C'est aussi avec des patients, construit avec des patients partenaires? Je sais qu'il y a un programme de TP pour les patients allogreffés, donc avec un patient partenaire, voilà, qui est rémunéré par l'hôpital. C'est un salarié, ça devient un salarié de l'hôpital, le patient partenaire. Après, nous, au niveau du Carticel, on va essayer justement de monter aussi un atelier sur la lecture des bilans biologiques pour que le patient puisse faire le lien entre le résultat de ses bilans, une éventuelle transfusion et se préparer aussi psychologiquement à cette éventuelle transfusion plutôt que d'être appelé en urgence pour venir se faire transfuser des plaquettes, par exemple. Et puis aussi réussir à déjà se rendre compte que quand on a son résultat de bilan biologique qui arrive et qu'on est un patient qui a une hématopathie maligne, forcément on n'est jamais dans les valeurs normales qui sont marquées à côté, et donc ça peut toujours être source d'angoisse. Voilà, donc on va faire un programme d'éducation thérapeutique dans ce sens-là. Voilà ce qui se passe au CHU. Hélène Frémaux, vous n'en avez pas, mais vous en avez peut-être programmé? Alors, chez nous, d'une part, moi, j'ai une expérience un peu d'éducation thérapeutique, puisque avant de travailler en cancérologie générale et en hémato, je travaille en hémato déjà, et dans l'accompagnement des personnes séropositives au VIH. Donc, dans le VIH, l'éducation thérapeutique est particulièrement importante. Donc, à cette époque-là, on travaillait donc en équipe avec l'infirmière et le pharmacien et le médecin, évidemment. Donc, du coup, voilà, j'avais déjà une approche de l'éducation thérapeutique. Après, là, actuellement en hématologie, donc je ne me prétends pas faire de l'éducation thérapeutique. C'est plus quand il y a des difficultés de prise de traitement où effectivement, on va proposer au patient une consultation avec moi pour essayer de faire le point avec lui justement sur ce qui peut coincer, on va dire. Et après, c'est les infirmières qui... nous, on a quelques infirmières qui sont formées au suivi des chimiopéros. Alors, c'est pas non plus de l'éducation thérapeutique pure, parce que je sais qu'il y a un diplôme maintenant d'éducation thérapeutique, donc elles n'ont pas forcément ce diplôme d'éducation thérapeutique, mais du coup, c'est aussi les infirmières qui font le suivi des chimiopéros qui vont intervenir à ce niveau-là. Le médecin, évidemment, en premier lieu, avec qui on essaye de travailler ensemble. Il faut bien préciser que le TP, c'est un cadre particulier, précis, de formation, de 40 heures, oui, cadre légal. Alors, il y a une formalisation au niveau du programme, mais le TP, ça signifie aussi pour les soignants, notamment, de pouvoir accompagner les patients et apprendre à apprendre. C'est-à-dire que pour animer un atelier, pour apprendre un patient à gérer la maladie, à comprendre sa maladie, il faut développer des compétences pédagogiques et d'animation. Il faut aussi s'intéresser aux sciences humaines. Comment on intègre la maladie chronique? Qu'est-ce que ça a comme impact sur la vie, sur le psychologique, sur la famille? Donc tout ça nécessite de s'intéresser aux sciences humaines, mais aussi aux sciences de l'éducation. On est dans une relation éducative, pédagogique. Donc il y a effectivement des formations.
Le minimum, c'est l'éducation thérapeutique 40 heures. Toute personne qui intervient doit être formée à l'éducation thérapeutique d'une durée de 6 jours. Ensuite, il y a des DU, puis... diplôme universitaire. Diplôme universitaire. Il y a des masters aussi qui regroupent santé publique, éducation en santé, éducation thérapeutique du patient. Et il y a de la recherche aussi en ETP. Les impacts justement de la maladie chronique, si vous deviez synthétiser, quels sont les messages les plus importants dans ces impacts à avoir en tête quand on est dans cette situation? Qu'est-ce que vous passez comme message important? Alors, pour les soignants, je pense que déjà c'est une autre posture. Ce qui est important pour les soignants, c'est de savoir que ça a plusieurs impacts. C'est-à-dire qu'on n'est pas face simplement à un organe malade, on est face à un individu dans un contexte singulier qui est sa vie, dans un contexte social singulier, dans un contexte psychologique singulier. Donc finalement, ça va tout impacter. Et c'est pour ça que la pluridisciplinarité est importante. Parce que seule une infirmière, seul un médecin ne peut pas être en mesure, seul de tout considérer ce qui fait un individu. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Peut-être même question aux uns aux autres. Dans le cas de cette maladie chronique, quels seraient vos messages les plus importants aux patients, aux professionnels, mais aux patients peut-être par rapport à vos métiers, une attention, Je dirais par rapport aux professionnels, c'est effectivement, enfin moi c'est dans ce sens-là que j'œuvre depuis pas mal d'années maintenant, c'est de ne pas oublier que ce n'est pas qu'un corps malade, mais que c'est bien une personne dans sa globalité, avec son histoire particulière, avec son vécu particulier, que le vécu de l'un n'est pas le vécu de l'autre, évidemment. Après, par rapport aux personnes malades, je crois que c'est d'essayer, en tout cas là aussi, c'est dans ce sens-là que je travaille, c'est de les accompagner à s'adapter à ce qui leur arrive, à essayer d'y mettre un sens, parce que c'est important, ça fait partie d'un événement de vie particulier. Et effectivement, quand on parle de chronicisation, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est d'essayer d'amener la maladie à ce qu'elle devienne un événement de vie particulier, comme il y en a eu d'autres auparavant et comme il y en aura d'autres ultérieurement. Voilà. Vous avez le micro, Marie-Pierre. Non, je rejoins un petit peu tout ce qu'elles ont dit. C'est que effectivement, il ne faut pas oublier qu'on travaille ensemble avec l'équipe médicale, parce qu'il y a des choses, par exemple, que les aides-soignantes ou les infirmières vont dire que le patient ne me dira pas lui. Parce que, voilà, me dire qu'il n'arrive pas, j'en ai un exemple, mais à se laver tout seul, et pour lui, il ne va pas le dire à une assistante sociale, alors que moi, j'aurais besoin de le savoir. Mais donc, d'où l'intérêt de travailler ensemble. Et après, effectivement, avec le patient, c'est aussi, c'est la même chose, lui dire que y a d'autres professionnels qui sont là, il y a les médecins s'ils ont des questions, les psychologues, par exemple, parce que des fois, ils n'osent pas toujours demander. Alors, je sais que nous, dans notre service, on a une psychologue qui rencontre beaucoup les patients. Donc, je ne sais pas vous si c'est ça aussi. Mais... Moi, pour ma part, quand j'ai commencé, j'avais le temps de passer, me présenter systématiquement dans toutes les chambres. C'est plus le cas maintenant. D'une part parce que je suis sur 2 gros services, je suis sur de l'oncologie générale, donc tout ce qui est tumeurs solides, plus l'hématologie, donc voilà. Maintenant, c'est ou les demandes spontanées des patients. Après, il y a aussi beaucoup ce que j'appelle les demandes masquées, c'est-à-dire les demandes de la famille. C'est important pour lui. Lui, il en a besoin. Moi, non, mais lui, il en a besoin. Donc ça, c'est aussi assez fréquent. Après, ça peut être... Alors, par contre, je ne rencontre que les personnes qui sont d'accord pour me rencontrer, à la différence des médecins ou des infirmières ou des aides-soignantes. Moi, j'entre dans la chambre si le patient est d'accord pour me recevoir. C'est lui qui me reçoit. Voilà. Ou alors quand c'est en consultation externe, mais c'est différent, c'est à la demande souvent de la personne.
Donc voilà, après ça peut être sur orientation de l'aide-soignante, de la diététicienne, de l'assistante sociale, enfin voilà, un peu tout le monde. Je souriais quand vous parliez des proches qui disent « il en a beaucoup besoin, moi non ». Ça me rappelait quand j'animais le forum de jeunes Solidarité Cancer que j'avais créé, où j'avais souvent des parents d'adolescents me disant « mon fils en a besoin, mais en a besoin ». Et vous, madame? Et là, on était parti pour 1 heure de discussion au téléphone en général. Mais oui, ça c'est extrêmement fréquent. C'est-à-dire que bien souvent, quand on pense que c'est l'autre qui en a besoin, c'est bien parce qu'on en a besoin soi-même. Mais le reconnaître, c'est pas toujours évident. Et c'est ce que j'appelle voir le psychologue sans le rencontrer. C'est-à-dire, on va le croiser dans le couloir, donc on va discuter avec le psychologue, mais surtout, on va pas aller dans un bureau. Mais c'est aussi ça notre métier, hein, c'est de pouvoir recueillir aussi la parole des gens, même si c'est dans le couloir, parce que c'est important pour eux à ce moment-là. Ça pose aussi la question plus globalement de l'implication des proches, de la compréhension des proches, de cette vision à long terme d'une maladie, de la chronicisation, alors que les proches ont encore plus que le malade souvent tendance à dire « bon, t'as plus de traitement, t'es plus en phase aiguë, donc c'est bon ». Et donc je pense que c'est une question qui sort un peu du cadre de la table ronde, mais pas tant que ça. Oui, pas tant que ça, parce que je pense que dans l'après-traitement, ou effectivement quand on est sur une chronicisation avec un traitement à prendre au long cours, hein, on en parlait avec l'éducation thérapeutique, c'est vrai que le décalage avec les proches peut être de plus en plus important parce que les proches ne comprennent pas ce qui est difficile pour la personne, alors que par exemple c'est juste, entre guillemets, un traitement péros. Oui, mais ça reste un cancer. C'est un traitement péros pour un cancer. Donc on en revient toujours un peu à cette problématique du départ, hein, c'est que le terme cancer a un impact tellement puissant que il faut pouvoir l'intégrer et réussir à continuer à vivre avec. Et ça, les proches, effectivement, ne comprennent pas. C'est pour ça que les patients... Ressources, voilà. C'est particulièrement important. Nous, on n'en a pas, malheureusement, mais... c'est essentiel, je pense. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques dans la salle? C'est le moment aussi de pouvoir échanger avec vous. Charlotte, au milieu, est-ce qu'il y a un micro? Charlotte, au milieu, qui est responsable du plaidoyer de l'association. On ne s'est pas présenté tout à l'heure quand vous intervenez. Tu as raison, merci Damien. J'avais une question pour Hélène Frémaux et pour les autres. J'étais intéressée par rapport à ce que vous disiez de l'évolution de la façon dont votre activité se développait, le fait que vous aviez auparavant le temps de passer dans toutes les chambres, donc de vous faire connaître des patients, de proposer vos services, de dire que vous étiez là, disponible, que vous existiez et que c'était plus possible aujourd'hui. Et donc ma question, et qui s'adresse à vous, mais qui s'adresse aussi aux autres, à Claire Lavoisier qui est assistante sociale et à tous les autres, est-ce que cette offre de service qui est fondamentale est aujourd'hui disponible pour tous les patients qui en ont besoin, ou est-ce que la restriction des moyens et l'organisation de l'hôpital fait que seuls les patients qui en font la demande ou quand il y a un besoin qui est très clairement identifié par le médecin ont accès à ces services, ou est-ce qu'il y a justement des patients qui pourraient en avoir besoin mais qui malheureusement passent à l'as? Alors pour le coup en hématologie, je ne pense pas qu'il y ait de patients qui passent à la trappe, entre guillemets, parce que j'ai la chance de travailler dans un service aussi où, que ce soit les aides-soignantes, les infirmières, les médecins, je pense que tous les intervenants, même des fois les secrétaires, hein, ça arrive aussi, mais aussi les intervenants qu'on dit transverses, hein, la diététicienne, l'assistante sociale, etc., me connaissent. Depuis maintenant, je vous dis, hein, ça fait plus de 15 ans maintenant que je suis dans le service, donc c'est vrai que je suis connue par l'équipe. Donc voilà, je pense qu'en hémato, il n'y a pas trop de soucis. J'arrive en général, alors des fois il y a un petit délai, hein, je ne réponds pas dans la minute, mais le travail du psychologue, ça ne se fait pas non plus dans la minute, hein, ce n'est pas le pompier de service. Donc en général, ça va.
Pour mon autre service, c'est différent, mais parce que c'est un hôpital de jour, parce que il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer que c'est un petit peu différent. Mais ce n'est pas le cadre ici. Claire, vous avez aussi été interpellée par cette question. Moi, en tant qu'assistante sociale, en fait, je vais intervenir que sur interpellation, donc que ce soit, ce que je disais tout à l'heure, hein, le service, la famille, le patient. Donc, je ne verrai pas forcément tous les patients qui sont hospitalisés en hématologie. Après, il y a aussi, je peux être interpellée par le service pour un patient. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Je vais aller en chambre, le patient ne souhaite pas me voir ou ne souhaite pas me parler ou ne souhaite pas, par exemple, d'aide à domicile, alors que c'est ce qui était demandé dans l'interpellation de la part du service. Je ne mettrai rien en place, on respecte la volonté du patient. Donc moi, par contre, je ne verrai pas tous les patients du service. Moi, juste une petite précision par rapport à ça. Effectivement, moi, je vois les patients qui souhaitent et qui sont d'accord pour me rencontrer. Par contre, les patients qui ne souhaitent pas forcément me rencontrer, mais avec qui l'équipe médicale ou paramédicale peut avoir des difficultés pour X ou X raisons, en général, dans ces situations-là, on va justement beaucoup travailler en équipe, où je vais leur apporter peut-être un éclairage et leur permettre peut-être d'aborder les choses différemment avec la personne. Donc ça rejoint un peu la question, c'est-à-dire que ce n'est pas une demande directe de la personne, mais ça peut intervenir aussi quand même, malgré tout, pour la prendre en charge. On a une question sur Internet. Oui, alors c'est plutôt des réflexions intéressantes que je voudrais partager avec vous, des réflexions menées par ceux qui sont en ligne sur notre chaîne YouTube. Alors, ces personnes qui sont en ligne soulignent l'importance d'intégrer dans des équipes soignantes des patients ressources ou des aidants. Ça a été un peu évoqué tout à l'heure. Soulignent également la disparité selon les territoires en matière de soins de support, ou autres aides qui peuvent être apportées, dont vous avez largement parlé, et souligne également l'absence de formation des soignants en matière de prise en charge globale et de sciences humaines. Donc ça, c'est largement commenté et partagé sur la chaîne YouTube en direct par les patients qui sont en ligne. Ça vous inspire quoi les uns les autres, notamment sur la formation des patients, des professionnels par les patients? Moi, juste par rapport à ça, j'essaye régulièrement de faire des petits topos dans mon service, parce qu'on a quand même un turnover assez important au niveau des infirmières ou des aides-soignantes. Et donc, j'essaye régulièrement de faire un petit topo sur l'accompagnement, la relation d'aide, leur donner aussi, parce que je pense à des jeunes infirmières qui arrivent en hématologie, c'est pas facile, c'est des pathologies qui sont pas faciles à comprendre, qui sont pas faciles à accompagner. Donc c'est une façon de leur donner aussi des petits trucs, entre guillemets, pour entrer en relation avec le patient et pouvoir l'accompagner. Ouais, Marie-Pierre, vas-y. Alors, justement, je voudrais intervenir sur ce sujet-là. Moi, je suis formatrice aussi en éducation thérapeutique. Et dans mon établissement, on doit être à peu près à pratiquement 200 personnes de formées, donc tous métiers confondus. Les médecins, même les soignants, quand ils arrivent en formation ETP, alors parfois ils arrivent parce qu'on leur a demandé de la suivre, donc là c'est pas simple. Parfois ils viennent avec une idée bien précise de ce que c'est. Et en fait, pendant cette formation, on aborde énormément les sciences humaines, la posture, l'écoute, je dis bien, pas uniquement transmettre l'information, mais partir de ce que c'est, de ce que connaît l'autre, partir de qui il est, pour pouvoir justement adapter son langage, son information à ce qu'il est en capacité d'apprendre, de comprendre. Et bien souvent, à l'issue de cette formation, alors souvent les médecins, au départ ils venaient pas, les médecins, et puis petit à petit il y a eu le bouche à oreille, et donc tiens t'y es allé, t'as appris des choses, tiens je vais peut-être m'inscrire. Et finalement quand ils viennent ils me disent nous on n'a pas appris ça, on a appris à à poser des diagnostics, à soigner, à guérir. Mais on n'a pas appris à finalement tout ce qui est de l'ordre de la psychologie,
même de la philosophie, de l'anthropologie, de la pédagogie. Ça, on n'a pas appris. Et finalement, à l'issue de ça, ils se rendent compte que souvent ils disent ça va avoir un impact sur ma posture et mon relationnel avec le patient à venir. Voilà. Enfin. Et c'est une formation que vous pourriez faire en binôme avec un patient ressource. Ah, totalement. D'ailleurs, j'ai intégré une patiente ressource voilà, dans la formation. Oui. Alors, il y a une question là devant, monsieur. Oui, bonjour, Pierre Roumont. Dans l'intitulé, il est question de coordination ville-hôpital. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur le lien avec les médecins généralistes d'une part et éventuellement même avec les pharmaciens s'il s'agit de thérapie prise à domicile? Qui veut... Alors, nous, pour le carticelle, je reviens toujours à mon sujet, pour le médecin traitant, on va l'informer de ce que c'est exactement que ce traitement, parce que c'est très spécifique et donc il n'a pas forcément les connaissances pour savoir comment ça se passe. Et donc ça, c'est un premier contact. Après, on va donner aussi au patient une petite carte sur laquelle il y a le numéro à appeler. Et moi, j'explique au patient que si jamais il est en consultation avec son médecin traitant et que son médecin traitant a des questions, il peut facilement faire ce numéro pour me joindre. Et moi, je peux transmettre cette information à l'hématologue. Ça, c'est le premier lien qu'on fait. Après, en tant qu'infirmière, quand on rencontre un patient, on va faire justement le point sur tout ce qui est mis en place à domicile. Et donc, on va aussi prendre les numéros des infirmiers libéraux, la pharmacie, puisque ça m'arrive de donner directement des ordonnances à la pharmacie. On va aussi prendre les numéros. Après, on s'appuie quand on est à domicile. Quand il y a un patient qui est à domicile, c'est vrai qu'on s'appuie aussi beaucoup sur les aidants. Donc nous, on va aussi demander à ce que, quand il y a des informations importantes qui sont données au patient, il soit accompagné par sa personne de confiance. Parce que c'est aussi une personne ressource pour nous, en tant qu'infirmier et en tant qu'hématologue. Quand on est à l'hôpital, c'est aussi une personne qui va pouvoir nous aider à suivre le patient. Voilà. Et quand il n'y a pas d'infirmière coordinatrice, qu'il n'y en a pas partout, il n'y en a pas dans tous les services, finalement, d'infirmière coordinatrice, qui est un rôle très important justement pour faire le lien. Vous êtes un peu le noyau à faire le lien entre tous les interlocuteurs, y compris de la ville, pour répondre à votre question. Quand il n'y a pas d'infirmière coordinatrice, comment on fait? Chacun fait un peu comme il peut, quoi, si je comprends bien. Parce que c'est plus compliqué. Notre rôle à nous, c'est vrai que c'est permettre de faire ce lien. Ça soulage quand même beaucoup les hématologues, je pense, puisqu'on va pouvoir trier des informations, parce que les patients, des fois, ils ont des problèmes qu'on va pouvoir, nous, en tant qu'infirmière, régler sans passer par l'hématologue. On va aussi beaucoup rassurer les patients. Des fois, il y a des questions qui se posent qui ne nécessitent pas forcément l'intervention de l'hématologue. On va les orienter justement vers le médecin traitant si c'est nécessaire, parce que des fois, c'est même pas nécessaire. Alors, c'est vrai que quand il n'y a pas l'infirmière, moi, je vais promouvoir mon métier. C'est vrai que c'est un métier qui est intéressant, qui est, je pense, indispensable dans certains traitements pour la prise en charge des patients, qui les rassure beaucoup. Voilà, donc j'espère que c'est un métier qui va continuer à se développer. Oui, on voit les assistantes sociales, les psychologues, il y en a à peu près partout, enfin il y en a partout maintenant. Le TP, l'infirmière coordinatrice, on aimerait que ça se développe un peu plus. Il y a d'autres métiers d'ailleurs dont on n'a pas parlé dans cette session qui sont importants dans le cadre de cette coordination. Vous avez cité des diététiciens par exemple, il y en a beaucoup d'autres, mais on ne pouvait pas avoir tout le monde autour de la table. Merci à toutes les quatre.